le moi possède, enfin le moi ou le je ou l'ego possède une caractéristique remarquable. Il veut survivre. Tout dans sa structure psychologique tend vers la continuité. Il peut accepter beaucoup de choses, la discipline, la méditation, l'étude des textes, les retraites spirituelles, les séchines, mais il résiste profondément à une possibilité, sa propre disparition. Il peut tolérer la transformation, l'amélioration, même l'idée d'un éveil spirituel, mais à condition qu'il soit à sa source et à condition qu'on revienne vers lui. Ce qu'il redoute réellement, c'est l'intuition qu'il pourrait ne jamais avoir été une entité séparée ou individuelle. Il veut absolument garder ce statut d'individualité. Autrement dit, il nous accompagne jusqu'à la méditation ou jusqu'à la séchine, mais il nous attend à la sortie. Et de cette façon, paradoxalement, la quête spirituelle peut devenir une stratégie raffinée du moi pour se maintenir. C'est pourquoi les enseignements portant sur la conscience, sur cette notion de conscience ou sur l'attention sont si séduisants. Ils promettent une plus grande clarté, une présence plus intense, une compréhension plus profonde. Le moi accepte volontiers de devenir plus calme, plus lucide, plus conscient. Il peut même adopter l'idée de devenir éveillé, réalisé. Pourtant, mais à la condition que dans cette aventure, il continue d'exister comme centre de référence. La recherche de la conscience, de cette notion de conscience, de ce concept de conscience, devient alors une activité très efficace et très enthousiasmante. Parce que sous cette apparence, elle confirme le je, le moi, l'ego, la conscience de soi. Mais seulement pour un temps. C'est là le danger. Dans ce processus d'introspection, il peut surgir une expérience extrêmement puissante que beaucoup vont appeler réalisation de soi, où tout semble soudain transparent et évident. On peut avoir l'impression de voir la totalité de la vie avec une clarté immense. Il peut même apparaître une sensation d'omniscience, aussi de détachement, comme si l'on était devenu le témoin absolu de tout ce qui se produit. Cette expérience peut être bouleversante et donner le sentiment d'avoir enfin atteint ce que l'on cherchait depuis longtemps. Mais avec le temps, cette expérience passe, comme toutes les expériences, elle apparaît et disparaît. Elle n'est qu'un événement dans le flux de la vie, un événement de plus. Le sentiment d'être le témoin absolu disparaît progressivement et la vie ordinaire reprend son cours. Alors le chercheur recommence. Il adopte parfois un nouveau langage, une nouvelle tradition,
un nouvel accoutrement, une nouvelle pratique, une nouvelle manière de décrire la réalité, mais c'est le même schéma. Hier, il cherchait l'éveil, aujourd'hui, il cherche à rester dans le moment présent. C'est un nouveau vocabulaire. Hier, il voulait connaître sa vraie nature, aujourd'hui, il veut s'abandonner à ce qui est. Pourtant, le mécanisme reste identique. Quelqu'un cherche encore quelque chose. C'est pourquoi on peut employer les mots, le vocabulaire, le langage, mais il faut faire preuve de discernement. Dans le zen, les maîtres ont pointé cette subtilité en disant qu'il n'y a rien à atteindre. Cela ne signifie pas que la pratique est inutile, cela signifie plutôt que l'idée d'un résultat final est une illusion. Si quelqu'un cherche à atteindre l'éveil, il y a une division. C'est facile à voir. Si quelqu'un, c'est un pôle, cherche à atteindre l'éveil, l'autre pôle, il y a une division. Division entre celui qui cherche et ce qui est recherché. Mais la réalité fondamentale, là on emploie le vocabulaire, et il faut se méfier du vocabulaire, la réalité fondamentale, c'est-à-dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire en sanskrit, tata, si je le prononce correctement, alors que c'est plutôt tata, je crois que c'est sur la dernière syllabe qu'on insiste. Ces choses telles qu'elles sont ne sont pas divisées ni divisibles. C'est juste les choses telles qu'elles sont comme elles sont. Ce que certains appellent le soi supérieur, avec un S majuscule, est une version raffinée du moi, du petit moi ordinaire. Le zen ne parle pas d'un moi amélioré, il pointe vers l'absence totale d'un centre séparé. C'est donc très différent. Lorsque la conscience, si on peut employer ce terme, tente de se connaître elle-même, il y a deux éléments, celui qui connaît et ce qui est connu. L'unité, dans ce cas, apparaît comme deux. Mais si l'on regarde attentivement, cette division est seulement un mouvement de la pensée. On reste dans un mouvement de la pensée. On n'en sort pas. La vie elle-même n'est pas divisée. Elle est simplement ce qui apparaît, sans aucune division. Mais à condition de ne pas l'exprimer. Parce que dès qu'on l'exprime, on rentre dans la division. Ou alors il faudrait dire, la vie est à la fois être et non-être. Inversement, si la conscience apparaît et disparaît, comme dans le sommeil profond ou dans certains états d'inconscience, comment pourrait-elle être la totalité de ce qui est? Et pourquoi la totalité aurait-elle besoin de se connaître elle-même? Où irait-elle pour découvrir quelle est la totalité? Ces questions ne sont pas destinées à créer une nouvelle théorie, elles montrent simplement les limites de la recherche mentale et du langage. Le chercheur spirituel est prêt à poursuivre toutes sortes d'expérimentations, comme la méditation, le silence, l'illumination, etc. Mais
il évite inconsciemment une possibilité, l'absence de lui-même. Cette absence est appelée vacuité, en shunyata en sanskrit, shunyata dans le bouddhisme. Pourtant, cette vacuité n'est pas un néant sombre ou désespéré. Elle est paradoxalement la plénitude même. Elle est l'ouverture dans laquelle tout apparaît, les sons, les sensations, les pensées, les montagnes, les rivières. Alors une question bien naturelle surgit. Si personne n'est réellement au centre, comment la vie fonctionne-t-elle? On a répondu à cette question il n'y a pas très longtemps. Comment les actions se produisent-elles? Et la réponse est étonnamment simple. Lorsque quelque chose se produit, le cerveau perçoit et répond. On est dans la biologie. Le corps agit, les mots apparaissent, les décisions surgissent. Mais tout cela se déroule naturellement sans qu'il soit nécessaire d'imaginer un moi central, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir ce concept de moi central qui contrôlerait tout. La vie peut être vue, d'un point de vue biologique en tout cas, comme un mouvement spontané, biologique, automatique, fait d'action et de réaction. Même si les actions semblent se dérouler dans le temps, comme marcher, parler, penser, ou balayer, ou travailler, elles n'ont pas de propriétaire. C'est simplement l'expression de la totalité, de ta, comme on l'a dit précédemment. Comme le vent qui souffle ou la pluie qui tombe. L'action se produit, mais sans qu'un centre séparé en soit l'auteur. On dit d'ailleurs il pleut, on ne dit pas je pleut. Certains y voient immédiatement, ou peuvent y voir immédiatement du nihilisme. Ils imaginent que si le moi est absent, alors plus rien n'a de sens. Mais le nihilisme est encore une croyance. C'est une position philosophique qui affirme que la vie est dépourvue de valeur ou de signification. Ce dont parle le zen est différent. On ne nie pas l'apparence du monde, mais on ne la fixe pas non plus dans une signification ontologique qui existerait en soi. D'un côté, on ne nie pas l'apparence du monde, les choses existent bien telles qu'elles se manifestent, comme les montagnes, les sons, les émotions, les pensées ou les relations humaines. Le bouddhisme ne dit pas que tout est illusion au sens où rien n'existerait. Les phénomènes apparaissent réellement dans l'expérience. La souffrance est ressentie, la joie aussi, et le monde se déploie avec une parfaite cohérence. Donc l'apparence du monde est reconnue. On ne le remet pas en cause. Mais l'erreur serait de s'en tenir là. Parce que d'un autre côté, on ne fixe pas ces apparences dans l'idée qu'elles posséderaient une essence indépendante, inhérente, stable et définitive.
On ne dit pas les choses sont réellement ainsi en elles-mêmes et pour toujours. Le bouddhisme montre que les phénomènes sont conditionnés, impermanents et sans essence propre. Ils apparaissent en dépendance de causes et de conditions. Ils n'existent pas tout seuls. C'est comme un arc-en-ciel. Il existe par la conjonction de la pluie et du soleil, mais il est impossible à saisir. Ainsi, la voie du zen évite deux extrêmes. D'un côté, le nihilisme qui dirait que rien n'existe vraiment, et de l'autre côté, l'essentialisme ou le matérialisme qui dirait que les choses existent en elles-mêmes avec une nature fixe. Entre ces deux positions philosophiques, le zen constate simplement que les phénomènes apparaissent, mais sans essence propre. C'est la définition de shunyata, du sanskrit shunyata. Le monde se manifeste, mais plutôt qu'une réalité solide et indépendante, il est un processus vivant, toujours changeant, toujours relationnel, donc interdépendant. Les choses apparaissent, mais elles sont vides. Et parce qu'elles sont vides, elles peuvent apparaître. Je le répète, les choses apparaissent, mais elles sont vides. Et parce qu'elles sont vides, elles peuvent apparaître. Si elles étaient fixes et solides, on ne pourrait pas parler d'apparition. Elles seraient définitivement dans un coin. Les formes apparaissent, mais elles ne peuvent pas être possédées. Et donc, dans cette compréhension, la question de la survie du moi perd son sens. C'était un koan, mais il est résolu. Et la pratique du zen devient extrêmement simple. C'est ce qui fait d'ailleurs toute sa beauté. Il s'agit simplement de s'asseoir et de voir, avec un V majuscule, voir les pensées apparaître et disparaître. C'est pas bien compliqué. Voir les émotions surgir et se dissoudre. Ce n'est pas compliqué non plus. Il devient ainsi clair que tout se produit spontanément, sans l'intervention de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, comme l'idée d'un moi, par exemple. On dit, avant l'éveil, on coupe le bois et l'on va au puits, et après l'éveil, on coupe le bois et l'on va au puits. C'est exactement pareil, rien n'a changé. Le moi n'a plus de raison de devoir survivre. Parce qu'on va au puits, on coupe le bois, avec le moi, si on veut, ou sans le moi, c'est la même chose. Mais généralement, c'est mieux fait quand le moi n'est pas là. En définitive, ce dont parlent ces enseignements n'est pas quelque chose de lointain ou de mystérieux, c'est extrêmement simple. C'est la simplicité et la beauté du zen. Ces enseignements pointent simplement vers la vie telle qu'elle est ici. Une réalité qui apparaît sans centre fixe, sans propriétaire et sans objectif final. Une vie à la fois réelle et insaisissable. Comme elle est insaisissable, on n'est plus ni dans l'impatience, ni dans l'ennui.
ni dans le besoin, ni dans l'attente. La vie apparaît, se déploie et disparaît, sans qu'aucun moi n'ait besoin d'en être le propriétaire. Et cette absence de propriétaire, quel soulagement quand on y pense.